Mais le fait qu'en Allemagne, tu puisses être sanctionné, rien que pour avoir même indirectement contribué à quelque chose d'une manière ou d'une autre, je me répète, c'est vraiment Orwell 2.0 par excellence. Hallo zusammen, hier bin ich wieder mal in meiner Muttersprache. Bonjour à tous, me revoilà une fois de plus dans ma langue maternelle, car aujourd'hui, je m'entretiens avec le brillant journaliste allemand Florian Warweg. Monsieur Warweg a travaillé de nombreuses années pour RT Deutsch, jusqu'à la décision de l'UEOA d'interdire toute la chaîne. Depuis, il travaille pour un magazine en ligne appelé Nachdenkseiten. C'est vraiment l'un des médias alternatifs allemands les plus importants, que des millions d'entre nous consultent chaque mois dans l'espace germanophone européen. Monsieur Warweg est surtout un journaliste essentiel parce qu'il pose sans cesse les questions les plus critiques lors de la conférence de presse fédérale, qui est de facto l'organe de communication médiatique du gouvernement allemand. C'est de cela que nous voulons parler aujourd'hui. Monsieur Warweg, bienvenue. Herr Warweg, willkommen. Merci pour l'invitation. Ja, danke, dass Sie es angenommen haben und dass wir uns mal auch über Ihre Oui, Arbeit merci unterhalten, d'avoir weil accepté Sie sind et de nous permettre de discuter de votre travail, car vous êtes extrêmement actif. Vous assistez aux conférences de presse fédérales, même si ce n'est pas toujours très clair si cela va continuer encore longtemps ou non. Et vous y posez des questions très critiques, surtout concernant ce qui se passe actuellement avec la guerre en Ukraine, mais aussi en ce qui concerne le Covid et d'autres sujets. On a même voulu vous refuser l'accès à la conférence de presse fédérale. Pourriez-vous peut-être nous expliquer brièvement ce qui s'est passé là-bas? Könnten Sie uns kurz vielleicht erklären, was dort passiert ist? Oui, alors, j'étais déjà, comme tu l'as mentionné, présent à la conférence de presse fédérale pendant mon travail pour RTD2. Cependant, cela va peut-être un peu loin maintenant. Mais il y a d'une part l'accès à la conférence de presse fédérale via la WAPE, c'est-à-dire l'Association de la presse étrangère. Mais tous les journalistes allemands qui travaillent pour des médias allemands entrent par la conférence de presse fédérale. Et la conférence de presse fédérale, ce n'est peut-être pas clair pour tout le monde parce que cela sonne si officiel, est en fait une association privée. Et ils ont alors adopté la position suivante. Nous sommes une association privée. Comme il existe aussi des associations de clichés d'élevage de poules ou de lapins, et nous décidons nous-mêmes qui peut entrer. Et Warweg, cela ne nous convainc pas. Ils ne voulaient pas de lui là-dedans. Et puis à la dernière minute, ils m'ont finalement accepté, mais par une autre manœuvre tactique, en utilisant des objections de la part des membres. Il y en avait 6 sur un total de 900 membres. Ils ont essayé de faire en sorte que je n'entre pas. Nous avons donc été obligés d'engager une procédure judiciaire, et le tribunal nous a en fait donné entièrement raison. Et peut-être juste une anecdote, parce que je trouve ça peut-être assez symbolique, sur la façon dont la BPK a argumenté devant le tribunal. Alors d'une part, ils ont dit que je ne parlais pas assez de politique fédérale, ce qui, si l'on connaît mon travail journalistique, est clairement un argument très faible. Et d'autre part, ils ont présenté des contradictions issues de l'appartenance en tant que membre. L'une d'elles qu'ils ont vraiment présentée devant le tribunal était par exemple, M. Warweg se serait moqué de notre ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock sur X, anciennement Twitter. Et ce genre de choses est effectivement utilisé comme argument, ou du moins on a essayé de l'utiliser. Je trouve que ça montre un peu l'esprit avec lequel on a tenté de m'exclure de la BPK. La conférence de presse fédérale est en effet un organe extrêmement important en Allemagne pour obtenir des informations ou des citations de première main de la part du gouvernement, car c'est là que se présentent tous les porte-paroles du gouvernement. Et il y a vraiment une séance de questions très importante pour les journalistes. Donc, si l'accès vous y était refusé, qu'est-ce que cela signifierait pour votre
votre travail journalistique? der Zugang verwehrt bliebe, was würde das bedeuten für Ihren Journalismus? Ja, also es ist ja auch so ein bisschen das Absurde, dass die Bundespresse... Il y a aussi quelque chose d'assez absurde dans le fait que la conférence de presse fédérale se présente en disant « Nous ne sommes pas si importants, donc Warweg n'a pas besoin d'y entrer ». Et ils nient un peu la position de monopole qu'ils ont de facto. Parce que comme vous l'avez déjà mentionné, il n'existe aucune autre institution en Allemagne où, 3 fois par semaine, les porte-paroles des 16 ministères, ainsi que le porte-parole du gouvernement, la porte-parole du gouvernement, se présentent et se tiennent à disposition pour répondre aux questions. La qualité des questions est une autre affaire, mais l'institution en elle-même est relativement unique. Et cela limiterait effectivement énormément mon travail journalistique si je n'y avais pas accès. Mais cela vaut aussi pour d'autres journalistes. Das gilt aber auch für andere Journalisten, ne? Und weil Sie vorhin auch noch so ein bisschen den Status... Et puisque vous avez tout à l'heure évoqué un peu le statut de média alternatif, l'un des arguments avancés devant le tribunal était effectivement qu'il craignait, si Warweg entrait dans les Nachdenkseiten, d'être ensuite submergé par tous les autres médias alternatifs, avec les connotations correspondantes qui viendraient s'y ajouter. Voilà. Et je pense que c'est aussi un peu le symbole du tournant journalistique actuel. Le monde des médias change. Les médias alternatifs gagnent de plus en plus d'audience. Mais ce cercle assez élitiste de correspondants à Berlin veut maintenir, dans leur perception, ce bon vieux monde. Et je crois que c'est en grande partie de là que vient la résistance à mon accès, mais probablement aussi à celui d'autres médias. Je ne sais pas exactement ce qui se passe en coulisses sur le plan juridique, mais je sais que quelques autres médias ont aussi essayé d'entrer, et je crois qu'il ne s'est pas encore passé grand-chose à ce sujet. reinzukommen und da ist, glaube ich, noch nicht so viel passiert. Wie ist denn die generelle Stimmung? Quelle est l'ambiance générale lors de la conférence de presse fédérale? Car si je me souviens bien, j'ai surtout suivi cela pendant la période du Covid, car c'est là que des décisions parfois très dramatiques ont été annoncées lors de la conférence de presse fédérale, qui ont ensuite eu un impact jusque dans la vie privée de nombreuses personnes. Et pendant cette période, j'ai souvent eu l'impression que beaucoup de journalistes étaient très proches du gouvernement et posaient des questions qui donnaient plutôt à ce dernier l'occasion de présenter ses points de vue, au lieu de demander de manière critique si ces décisions étaient justifiées ou bonnes. Alors que vous et d'autres, notamment M. Boris Reitschuster, avaient régulièrement insisté, y compris sur des points extrêmement importants et manifestement gênants pour le gouvernement. Comment percevez-vous ce jeu entre les journalistes de la capitale d'un côté et le gouvernement de l'autre lors de la conférence de presse fédérale? Ja, also es ist eine sehr eigene Welt. Ich würde eigentlich Ihre Einschätzung... Donc c'est un univers très particulier. Je partagerai en fait votre point de vue. Mais quand on assiste soi-même à la conférence de presse fédérale, on se rend compte que beaucoup de journalistes, que l'on perçoit peut-être comme conformistes, on se dit tiens, quelle question docile, mais dans leur propre conception, ils se considèrent, je crois, comme extrêmement critiques. Et justement pendant la période du Covid, on a remarqué que beaucoup d'entre eux, que je qualifierais aussi d'absolument alignés, et en fait très institutionnels, se percevaient eux-mêmes comme extrêmement critiques, parce qu'ils réclamaient des mesures de confinement encore plus strictes, des fermetures d'écoles plus longues, et dans leur perception, c'était du journalisme critique, parce qu'ils mettaient le gouvernement sous pression, mais depuis l'autre côté. Donc, pour mieux comprendre comment une partie significative des journalistes à la conférence de presse fédérale fonctionne, il faut dire que ce n'est pas forcément représentatif. Un exemple que j'aime bien citer, c'est tout le scandale autour de Cum-Ex, où des milliards ont vraiment été détournés au détriment du contribuable allemand et où l'ancien chancelier fédéral était également fortement impliqué. Il y a eu, par exemple, chez Spiegel ou T-Online,
des enquêtes critiques sur le sujet. Mais les représentants de T-Online et de Spiegel à la conférence de presse fédérale n'ont pas abordé le sujet une seule fois, car pour la majorité des correspondants à Berlin, la principale monnaie d'échange n'est pas de poser des questions critiques lors de la conférence de presse fédérale, mais plutôt d'avoir un accès informel aux porte-parole du gouvernement et aux politiciens concernés. Et cela conduit, je crois, au fait que, justement lors de la conférence de presse fédérale, les questions sont encore plus sages qu'elles ne le sont déjà habituellement. Parce qu'on sait ce qu'on veut vraiment, à savoir des informations exclusives et informelles. Et bien sûr, je ne les obtiens pas à la conférence de presse fédérale. Et je pense que c'est une sorte d'autocensure intérieure qui empêche beaucoup de gens de poser des questions critiques. Parce qu'ils se disent, peut-être qu'il ne me donnera pas la prochaine fois ce tuyau informel, ou alors je ne pourrai pas accompagner Annalena dans l'avion du gouvernement. À l'époque. Maintenant, ce serait Widefool. Et ce sont, à mon avis, des mécanismes qui ne relèvent pas forcément de la censure ouverte ou de l'influence directe, mais qui expliquent un peu l'état d'esprit à la conférence de presse fédérale, où les journalistes, je pense, peuvent effectivement agir de manière encore plus conforme qu'en moyenne dans leurs propres médias. J'aurais par exemple cité T-Online ou Spiegel. C'est donc une sorte de phénomène sociologique, au sens de Chomsky, du manufacturing consent, où les journalistes s'adaptent un peu à ce qu'ils pensent que les porte-paroles du gouvernement aimeraient encore répondre ou non, afin de ne pas perdre la faveur de ces personnes. Je suppose que vous n'êtes pas particulièrement en faveur auprès de ces gens, n'est-ce pas? Non, mais j'ai bien sûr aussi, pour ainsi dire, une autre position. Je ne prétends d'ailleurs pas du tout être assis dans l'avion du gouvernement après-demain ou participer à ce genre d'entretien informel en coulisses. Parce que, par principe, et je ne veux vraiment pas me donner de l'importance, je tiens à garder mes distances avec l'exécutif. Et je pense que cette distance manque, et cela est, je crois, toujours relativisé par des collègues depuis lors. Mais je pense que, si tu permets régulièrement une telle proximité avec les porte-paroles du gouvernement, et que ces entretiens informels en coulisses sont si importants pour toi, comme tu l'as déjà expliqué, cela a forcément un impact sur toi. Je ne veux pas leur dénier qu'ils croient encore, au fond, à cette... Il faudrait aussi se demander si cela a jamais été justifié, mais à cet ancien idéal des journalistes, des médias comme quatrième pouvoir. Mais cette proximité, dans laquelle on est presque poussé dans cette bulle berlinoise, fait simplement que l'informel devient beaucoup plus important, et que je crois, on retient les questions critiques pour ne pas abîmer les canaux de communication déjà existants. C'est logique. Tout cela est compréhensible. La question est de savoir dans quelle mesure cela est bénéfique pour le journalisme en général. Et peut-être une question concernant votre passage de RT Deutsch au Nachdenkseiten. Auriez-vous pu imaginer que l'Allemagne ou l'UE Welling coupe complètement une chaîne journalistique, c'est-à-dire que RT soit totalement interdit dans l'UMML? Est-ce que cela vous semblait envisageable avant 2022? Je pense qu'à ce niveau-là, j'ai peut-être été un peu naïf, je n'aurais pas pu l'imaginer. Et jusqu'à présent, c'est en quelque sorte une véritable zone grise sur le plan juridique. On n'en parle pas beaucoup, mais en réalité, la politique des médias relevait toujours de la compétence des États nationaux respectifs. Et c'est un cas où l'humain est intervenu directement dans la souveraineté médiatique des États membres. Et je crois qu'aujourd'hui, personne ne ferait cela. Il ne se trouverait sans doute aucun avocat pour défendre cette position. Mais cette interdiction repose toujours sur une base juridique extrêmement fragile. Mais elle est toujours en vigueur, et on a bien vu,
une grande partie des médias, ainsi qu'une grande partie des syndicats et associations de journalistes, comme la DJU, le DJV, ont même salué cette décision. Et tant cette célébration que cette tentative, du moins d'interdire complètement un média, et vraiment, peu importe ce qu'on en pense, je dois le répéter, j'ai été naïf et jamais rien excusable sous cette forme. Ich wiederhole mich, da war ich tatsächlich naiv nicht für möglich gehalten. Auf was führen Sie das zurück? Ich meine, einerseits À quoi attribuez-vous cela? Je veux dire, d'un côté RT, c'est-à-dire Russia Today Deutsch, RT Deutsch, a toujours été accusé d'être un porte-parole du gouvernement russe et une chaîne de propagande. Et que ce soit vrai ou non, le principe de la liberté des médias et de la liberté de la presse devrait en fait aussi s'appliquer aux médias étrangers. Il y a aussi la Deutsche Welle, qui diffuse en anglais. Il y a les chaînes turques. Il y a aussi les chaînes américaines. Et tout cela est accepté en Allemagne. Cette diversité médiatique, cette diversité des médias étrangers est souhaitée. Sauf maintenant pour la Russie. Je veux dire, on explique cela par la guerre en Ukraine. Mais avez-vous le sentiment qu'il y a encore autre chose derrière? man erklärt sich's mit dem Ukraine-Krieg, aber da haben Sie das Gefühl, da steckt noch mehr dahinter? Ja, ich glaube, die Tendenzen gab es ja auch schon vorher, ne? Also, Oui, je pense que ces tendances existaient déjà auparavant. La guerre en Ukraine a plutôt servi de prétexte, à mon avis. Les tentatives étaient déjà là avant. Oui, donc je pense que c'est un mélange de politique occidentale où l'on dit « le russe ne sait faire que de la propagande, tous ceux qui travaillent pour lui sont manipulés de l'extérieur et de toute façon ne sont pas des journalistes ». Cela a de toute façon aidé le fait de dire, ou on continue de le dire, que ce ne sont pas des journalistes, que ce n'est pas un vrai média. De ce fait, ce n'est pas si grave pour la liberté de la presse si on l'interdit, car cela ne s'applique pas vraiment dans ce cas. Il n'y a même pas de... Et d'autre part, c'est bien sûr aussi un signe de faiblesse, car un État confiant, un gouvernement sûr de lui dirait, bien sûr, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Notre société peut le supporter. Et le fait qu'on n'ait justement pas fait cela, mais qu'on ait eu recours à l'interdiction, je pense que la censure est dans la plupart des cas un signe de faiblesse et aussi d'un manque de confiance en soi. Et je crois que cela se manifeste ici, une fois de plus, de façon exemplaire. Et quelle est votre perception maintenant, même lorsque vous interagissez avec tous ces porte-paroles du gouvernement? L'incertitude du gouvernement augmente-t-elle, même s'ils ne l'admettent pas? Cette faiblesse devient-elle plus perceptible? Gute Frage. Da tue ich mich tatsächlich Bonne question. J'ai effectivement du mal à répondre, parce que, en ce qui concerne l'attitude, les porte-paroles du gouvernement, si je regarde comment ça s'est passé, d'abord avec Seibert, qui était le porte-parole sous Merkel, puis Ebbesstreit sous Scholz, et maintenant Cornelius et Merz. Donc, en termes d'attitude, je crois qu'ils sont à chaque fois un cran au-dessus, un peu plus arrogants à chaque fois. Mais ça, c'est l'effet extérieur. Je trouve que c'était effectivement chaque fois un peu plus dur. Il faut peut-être aussi avoir un peu de ça en soi. Cela joue aussi un peu un rôle de protection. Protection au sens de sécurité ou de fournir une protection. Mais dans l'ensemble, j'ai quand même le sentiment qu'il y a une certaine insécurité. Cependant, c'est justement lors de la conférence de presse fédérale, nous avons déjà abordé ce sujet, que le nombre de questions critiques auxquelles les porte-paroles du gouvernement sont confrontés reste relativement limité. C'est pourquoi je pense qu'il existe effectivement une insécurité générale. Mais lors de la conférence de presse fédérale, ils ne sont, à mon avis, pas particulièrement mis au défi. Il y a bien quelques questions critiques, quelques sujets sensibles, où d'autres posent aussi parfois des questions critiques. Mais le fait que, sur certains sujets, j'étais presque le seul, voire parfois réellement le seul, à poser des questions critiques, cela en dit déjà long. Car il y a bien plus de journalistes critiques dehors que moi seul.
Ce serait ridicule de me présenter ainsi. Mais lors de la conférence de presse fédérale, nous avons déjà abordé ce sujet. Le filtre est, je crois, encore plus fort. Bref, pour faire court, les porte-paroles du gouvernement y seraient, à mon avis, bien plus incertains s'il y avait réellement plus de questions critiques. Je pense que le seul sujet où l'on pose un peu plus de questions critiques, y compris de la part d'autres personnes, c'est Israël-Gaza. Mais pour beaucoup d'autres sujets, cela s'arrête en grande partie là. La guerre en Ukraine, c'est un peu comme pour le Covid. Les journalistes se sentent extrêmement critiques lorsqu'ils réclament des livraisons de Taurus plus rapides. Je trouve qu'il y a effectivement des parallèles avec la gestion de la crise du Covid. Que cela a aussi une influence, c'est-à-dire que lorsque les collègues réclament plus de missiles, des livraisons plus rapides, plus de soutien, cela a aussi un effet de rétroaction sur le gouvernement qui se dit alors « Ah, nous sommes soutenus, donc en fait, nous devons en faire plus. » Ou bien pour vous, il n'y a pas de lien. Nous sommes, bien sûr, un peu dans le domaine de la spéculation, mais je dirais tout de même que c'est effectivement le cas. C'est ce qu'on appelle la fameuse bulle berlinoise. On évolue. Ce n'est pas non plus comme si, surtout avec le rythme de travail ici, on avait beaucoup de temps pour se trouver en dehors de cette bulle berlinoise. Et lorsque le quatrième pouvoir, dont on pense qu'il nous accompagne de manière critique, vient en quelque sorte de l'autre côté, je crois que cela a un effet. On se dit, hey, si même le quatrième pouvoir nous soutient, alors nous sommes sur la bonne voie. Et il n'y a que très rarement des mouvements qui vont à l'encontre de cela. Je crois que le dernier en date, c'est sorti la semaine dernière ou celle d'avant, je crois, c'était un sondage Forsa représentatif où 75% des citoyens allemands ont déclaré, par exemple, qu'ils n'approuvaient plus de livraison d'armes à Israël en raison de son action à Gaza. Et à la conférence de presse fédérale, je dirais, et aussi au niveau gouvernemental, la perception et la répartition des pourcentages sont, je crois, presque inversées. Là, une grande majorité est en faveur de nouvelles livraisons d'armes. Et cette confrontation avec un autre climat social se produit relativement rarement. C'est pourquoi je vous rejoins sur de nombreux sujets, ou par exemple l'affaire Cumex, qui était en fait un scandale gigantesque. Si un seul journaliste, qu'on a déjà tendance à ne pas prendre très au sérieux, pose des questions, alors on se retrouve aussi dans un monde où l'on se dit « Hey, il ne pose même pas de questions critiques, donc c'est finalement pas si problématique. » Et comment expliquez-vous cela? Pour moi, il s'agit d'une communauté épistémique, c'est-à-dire la bulle des journalistes. Et beaucoup de ces personnes ont des modes de pensée similaires. Mais lorsqu'on constate que dans la population, d'autres sujets ou certains thèmes sont en réalité perçus tout à fait différemment, alors que l'élite journalistique opère justement ce renversement. D'où cela vient-il? Il existe aussi des études intéressantes, par exemple sur la différence entre l'opinion publique et l'opinion publiée. Et elles ne coïncident souvent pas. Comment expliquez-vous qu'une petite élite se rassemble ainsi, qui représente en fait les choses différemment de ce que l'on pourrait imaginer venant de la population générale? Oui, vous avez déjà mentionné Chomsky. Peut-être pourrions-nous aussi inclure Bourdieu dans la discussion. Je pense qu'avec ce mélange, on peut assez bien s'approcher du sujet. L'un des points que Chomsky et Bourdieu abordent tous les deux, c'est l'hégémonie sociale ou la cohérence dans le champ journalistique. Et en Allemagne, je crois que c'est encore plus prononcé que dans d'autres pays. L'un des aspects, c'est le comportement électoral. L'Université technique de Dortmund a d'ailleurs mené l'an dernier une étude approfondie sur le comportement électoral des journalistes, vraiment représentative. Et là, bien plus de 40% des journalistes ont déclaré
qu'ils votaient pour les Verts. Et si l'on compare cela aux résultats électoraux des Verts et au comportement électoral global, on constate déjà une nette rupture. Dann zeigt sich da ja schon mal ein ordentlicher Bruch. Also 10% Gesamtbevölkerung Donc 10% de la population totale contre 40% de journalistes. Et si l'on regarde le secteur public, c'est encore plus flagrant. Il y a eu, cela remonte à 2 ou 3 ans, des enquêtes similaires auprès des stagiaires. Mais ce sont eux qui petit à petit montent en grade. Et là, à la ZDF, qui était traditionnellement considérée comme un peu plus conservatrice que l'ARD, plus de 60% des stagiaires votaient pour les Verts. Et je pense que cela montre déjà, ici seulement en ce qui concerne les Verts, mais cela illustre tout de même l'écart. Il faut aussi ajouter que les journalistes, il existe d'ailleurs plusieurs études sociologiques à ce sujet, présentent l'un des taux de transmission familiale les plus élevés. Cela n'est comparable qu'aux avocats et aux médecins. Donc, cela signifie que si le père est chef du service culturel à la Süddeutsche Zeitung, alors la fille suivra également une carrière journalistique. Cette transmission au sein de la famille est extrêmement marquée dans le journalisme, du moins en Allemagne de l'Ouest. Et cela conduit bien sûr à un filtre social très fort. Les journalistes, et si l'on regarde aussi les postes de direction dans le journalisme allemand, ce sont presque tous, en fait, tous, des personnes socialisées en Allemagne de l'Ouest, issues de la classe moyenne supérieure de Hambourg, Heidelberg, Berlin, Munich, qui occupent entièrement ce secteur. Et j'aimerais encore mentionner un dernier aspect. Si l'on regarde aussi qui forme les journalistes en Allemagne. C'est aussi assez frappant, car là on en revient à Chomsky et au rapport de propriété. Une grande partie du marché médiatique allemand, qu'il s'agisse de la presse écrite ou en ligne, donc du secteur privé, est globalement contrôlée par 5 grands groupes de médias, des maisons de presse. Il s'agit notamment de Bertelsmann, Springer, Burda, Holzbrinck, entre autres. Et ce sont exactement les mêmes qui représentent les grandes écoles de journalisme allemandes, c'est-à-dire qu'ils les financent et influencent aussi leur contenu, n'est-ce pas? Et cela conduit à ce que, donc nous avons Bertelsmann, puis l'Académie Springer, l'école de journalisme Holzbrinck. Il faut vraiment se représenter que les plus grands groupes de médias allemands façonnent aussi en grande partie la formation journalistique. Et cela constitue évidemment aussi un filtre énorme. Qui peut vraiment y entrer? Quelqu'un qui adopte une position critique sur le rôle de l'Allemagne dans la guerre en Ukraine, ou un néo-marxiste à orientation économique ne peut tout simplement pas y accéder, ce qui conduit déjà à une sélection extrêmement unilatérale. Et ce phénomène ne fait que s'accentuer. Il y a de moins en moins de personnes issues d'autres horizons, du moins dans les médias établis. Je pense qu'un Scholl Latour aurait aujourd'hui peu de chances de suivre le même parcours qu'il a emprunté à l'époque. Voilà, je vais m'arrêter là, mais ce sont quelques esquisses qui montrent, selon moi, comment se forme cette opinion, cette bulle. Pour moi, c'est une question de notre époque. Comment se fait-il que dans des sociétés libérales, libertaires, qui à l'origine n'avaient pas de censure et pas de règles sur la manière de faire du journalisme, je crois qu'en Allemagne, le terme de journalisme est même défini de telle sorte que toute personne qui rapporte quelque chose peut être journaliste. Cela a aussi été conçu ainsi à cause de la période nazie, afin que le journalisme soit un domaine ouvert à tous ceux qui veulent s'engager. Mais comment se fait-il alors que nous tombions tout de même dans une forme d'uniformité qui se caractérise sans cesse par une obéissance au gouvernement, dans un sens négatif? Je pense que ce que vous avez exposé ici est vraiment important. Mais cela a-t-il toujours été ainsi? Vous travaillez dans le journalisme depuis environ 15 ou 20 ans. Je dois aussi faire le calcul. Oui, en effet, cela fait environ 13 ans.
Ist in ihrer, in À votre avis, la tendance à l'uniformité s'est-elle plutôt accentuée? Parce que selon moi, elle est devenue plus forte qu'elle ne l'était auparavant. mal war. Mhm. Jetzt ist bei mir natürlich der Fall, dass Dans mon cas, il se trouve que j'ai d'abord travaillé au Bundestag, où je faisais déjà, en quelque sorte, du travail de presse, mais cela m'est vite apparu trop pesant dans ce cadre politique. J'ai alors commencé à faire des reportages sur l'Amérique latine au sein d'une agence de presse alternative. Cela signifie que durant presque toute ma carrière de journaliste, si l'on inclut RT, même si ce média alternatif doit être évalué différemment, je n'ai jamais vraiment travaillé dans le mainstream allemand. J'y ai des amis et des connaissances, donc j'en ai tout de même une certaine perception. habe ich da schon ein Gefühl für und aber ich persönlich sozusagen kann da direkt Mais personnellement, je ne peux rien rapporter directement à ce sujet. Cependant, d'après ce que j'ai entendu dans mon cercle d'amis et de connaissances, il y a déjà eu quelques changements. Mais je pense que c'est plutôt une question structurelle. Chez les chaînes publiques, il y a en tout cas une augmentation très forte du nombre de ce qu'on appelle les indépendants permanents. Ce sont des journalistes qui, par exemple, réalisent des reportages pour la WDR, mais qui ne sont pas employés en CDI. En général, cela fonctionne ainsi. D'accord, nous prenons 5 reportages par an de votre part, ou quelque chose comme ça. Mais cela repose en quelque sorte sur la bonne volonté. Et là, il y a effectivement eu un changement. Mais je l'explique plutôt par une question de génération, d'une certaine manière. Par exemple, nous avons chez nous notre correspondante pour la Syrie, Karen Lekefeld, qui a longtemps réalisé ou écrit des reportages pour la radio-télévision publique. Et puis, il y a environ 10 ans, cela s'est arrêté. On lui a reproché d'être trop proche d'Assad, alors qu'elle ne faisait que rendre compte des deux côtés. Et cela mène ce système de pigistes, pour résumer brièvement, à la situation suivante. On travaille, disons, pour la WDR, et on leur propose des articles ou des reportages. Et ensuite, c'est le rédacteur principal, bien sûr en poste fixe, qui décide de prendre tel ou tel sujet. Et il y a eu des périodes, je crois, au moins jusqu'au début des années 2000, où ça se passait toujours ainsi. En tout cas, il y avait une plus grande ouverture sur le fond. Et puis, à un moment donné, le pouce s'est de plus en plus souvent tourné vers le bas, pour beaucoup de propositions. Et soit tu as vraiment le culot et tu dis d'accord, je vais chercher une autre voie, soit tu t'adaptes. Et la plupart se sont adaptés. Donc il y avait en quelque sorte, à travers cet instrument de dépendance financière, parce que bien sûr je me demande aussi, d'accord, on connaît alors le rédacteur et on finit par s'adapter, d'accord. Tel sujet ou tel autre ne marche pas très bien et on sait quel sujet ne fonctionne pas. Par exemple, pour Ulrich Hein, c'était similaire. Il nous rapporte depuis Moscou et il a dit qu'à partir du début des années 2000, les histoires du quotidien sur la Russie n'étaient soudainement plus acceptées. Il doit toujours y avoir un élément critique. C'est indispensable. On peut tout à fait l'exiger, et je ne trouve pas cela problématique en soi. Mais cela devient évidemment unilatéral lorsque tu dis « ces histoires du quotidien, je les rapporte des États-Unis, je les rapporte de France ». Là, jamais un rédacteur ne dira « oui, mais dans ce reportage sur New York, il me manque encore 2 minutes sur les sans-abri et la décadence sociale ». Et cela, dans le service public. Je dirais en effet, cette situation de pigiste permanent et la dépendance à la bienveillance des rédacteurs, ainsi qu'à une nouvelle génération de rédaction qui a davantage intériorisé ce journalisme d'attitude, c'est au moins une piste d'explication du privilège. Dans le domaine des médias, c'est encore un peu différent, et j'ai aussi plus de mal avec ce sujet, car il ne s'agit pas vraiment d'une mise au pas, mais plutôt d'une synchronisation, c'est-à-dire que c'est en grande partie intériorisé. J'ai donc un peu plus de mal à trouver une réponse, à part l'argument générationnel. On peut au moins démontrer empiriquement
dans une certaine mesure, que le journalisme est de plus en plus occupé par un milieu libéral de gauche. Tout cela ne s'est d'ailleurs pas fait de manière consciente. Also besetzt ist auch, weiß ich, ob das ist ja auch alles nicht so bewusst geschehen, sondern es sind, glaube ich, die Leute, die sich dann für Journalismus interessieren. Mais ce sont, je crois, les personnes qui se sont ensuite intéressées au journalisme, celles qui avaient aussi le milieu familial adéquat, parce que cela est encore en partie considéré comme un métier peu lucratif. Cela signifie que l'on retrouve plutôt des contextes de bourgeoisie éduquée, libérale de gauche, de bonne famille, qui disent alors bien sûr vas-y. Au pire, papa paiera tes études ou ta formation. Et oui, je pense que de nombreux facteurs sociaux ont fait que de plus en plus, un certain milieu a presque exclusivement emprunté cette voie du journalisme. Et ce sont ces personnes qui occupent aujourd'hui des postes de direction. Und das sind die Leute, die mittlerweile in Führungspositionen sind. Ich nehme das auch so wahr, es ist ein soziologisches Phänomen. Je perçois cela aussi comme un phénomène sociologique. Et dans quelle mesure la question de l'idéologie, du bon journalisme, de ce qu'il faut rapporter ou non, est-elle aujourd'hui une question très importante, que vous discutez peut-être aussi avec des collègues qui ne sont pas d'accord avec vous? Par exemple, faut-il rapporter certains faits ou pas? Prenons, au-delà de l'idéologie, l'exemple de la Syrie. Il y a actuellement des violations des droits de l'homme commises sous la nouvelle direction, qui est reconnue, et le président actuel de la Syrie était encore récemment considéré comme un terroriste recherché, avec une récompense de 10 millions de dollars sur sa tête, pas une caution. Est-ce le genre de choses dont on préfère ne pas parler, parce que cela ne correspond plus tout à fait au récit actuellement en vogue? Die Erzählung, die jetzt im Moment gerade en vogue ist. Das ist auch die Frage, wie bewusst das La question se pose aussi de savoir à quel point cela se fait consciemment. Je dois dire que cet échange est plutôt limité lors des conférences de presse fédérales. Petite digression, en cas de doute, j'obtiens plutôt un sourire en coin ou un clin d'œil discret de la part des porte-paroles du gouvernement, donc au sein de l'auditoire, disons. Il y a beaucoup de distance envers moi, surtout de la part des collègues allemands, il faut le dire. Les journalistes internationaux, qu'ils viennent d'Al Jazeera ou du New York Times, sont beaucoup plus détendus dans leurs interactions avec moi, et il y a suffisamment d'échanges. Mais, de façon explicite, les collègues allemands gardent vraiment leur distance. Donc dans ce cadre-là, il y a au moins cette limite, mais il existe d'autres possibilités. Oui, mais là, bon maintenant, sur le sujet spécifique de la Syrie, je pense que ce n'est pas un sujet porteur. On préfère vraiment rester en retrait. C'est un peu la même chose pour Israël-Gaza. Je ne me souviens vraiment d'aucune question critique, que ce soit de la part de RTL, ARD ou ZDF sur ce sujet. Je pense qu'ils voient les choses parfois de manière critique, mais il est clair que ce sont des questions qui n'aident pas à progresser dans la carrière. Et c'est pourquoi ce sujet n'est tout simplement pas abordé, du moins lors des conférences de presse fédérales. Je trouve en effet que presque tout le domaine du Proche-Orient est, si possible, tout simplement, enfin, on ne peut pas dire qu'il soit passé sous silence, mais aucune question n'est posée. Cela montre peut-être aussi que ce n'est plus aussi pertinent, du moins en ce qui concerne la couverture de la Syrie. Et pour ce qui est de Gaza-Israël, déjà mentionné, je crois qu'il y a réellement une peur que, par une mauvaise déclaration, le rapport coût-bénéfice n'est pas favorable pour beaucoup de journalistes. Et c'est pourquoi on préfère se taire à ce sujet. Und wie sehen Sie jetzt auch die Rolle der alternativen Et comment voyez-vous maintenant le rôle des médias alternatifs? Le fondateur des Nachdenkseiten, M. Albrecht Müller, a beaucoup écrit à ce sujet, sur la manipulation des médias, les 16 différentes formes de manipulation, du cadrage au choix des mots, etc. Alors que dans les médias alternatifs, on trouve en fait toute une gamme de reportages et aussi d'opinions. À votre avis, est-ce l'avenir du journalisme sur les réseaux sociaux ou bien le journalisme politique des grands journaux? Et ainsi de suite, finira-t-il tout de même par s'imposer? großen Blätter und so weiter, wird er sich schlussendlich trotzdem behaupten?
Ja, also der wird sich auf jeden Fall behaupten. Also da gibt Oui, il va certainement s'imposer. Il y a suffisamment de financements croisés, y compris de la part du gouvernement fédéral. Si l'on regarde les sommes d'argent, donc les subventions croisées qui circulent, c'est gigantesque. Et je pense que cela va perdurer. Le secteur devient plus diversifié, vous avez tout à fait raison là-dessus. Mais si l'on regarde par exemple les Nachdenkseiten, qui sont déjà considérés comme un média alternatif relativement important et influent. Même si le terme « média alternatif » est généralement une étiquette attribuée de l'extérieur. Le fait que tous se perçoivent eux-mêmes comme alternatifs, c'est encore une autre question. Mais notre équipe éditoriale se compose de 3 rédacteurs permanents. Autour d'eux, disons que nous sommes une équipe de 10 personnes. 10 personnes, c'est, dans beaucoup d'autres médias, à peine une équipe sur un système de rotation. Et si l'on regarde l'ensemble, on remarque évidemment le décalage, aussi, parce que même les Nachdenkseiten, avec 3 rédacteurs permanents, et c'est là où je veux en venir, pas seulement les Nachdenkseiten, mais la plupart des soi-disant médias alternatifs, sont organisés de manière très différente sur le plan du personnel, donc bien moins bien que les grands médias établis, et bien sûr aussi que les Nachdenkseiten. Je pense que ce n'est pas unique, mais relativement unique, que nous nous finançons vraiment exclusivement par de petits dons. Et cela, je crois, c'est quelque chose qui, bien sûr, a aussi ses limites. Cela permet de financer une équipe d'environ 10 personnes au total, et je trouve déjà ça remarquable. Mais il n'y a pas beaucoup de marge de progression si l'on s'en tient vraiment à ce modèle basé sur les petits dons. Ensuite, il y a quelques autres médias alternatifs, qui se situent plutôt dans le domaine du libéralisme de droite. Il y a alors, généralement, peut-être un multimillionnaire autrichien, allemand ou suisse derrière, qui injecte de l'argent d'une manière ou d'une autre. Mais même s'il y en a un qui met facilement 5 millions par an, cela reste évidemment en contradiction flagrante, donc en opposition avec les sommes avec lesquelles le Spiegel ou même Focus, et nous ne parlons même pas du ZDF ou de l'ARD, opèrent. C'est pourquoi je dirais que, purement sur le plan financier, il y a encore un fossé gigantesque, comme on dirait en espagnol. Je pense que ça ne va pas se résoudre de sitôt. Si l'on ramène cela, pour ainsi dire, à l'échelle, c'est-à-dire si l'on considère les ressources mobilisées par les médias alternatifs et la portée qu'ils parviennent à atteindre, la situation apparaît bien différente. Là, je dirais qu'il s'agit effectivement d'évolutions assez étonnantes, et cela se voit particulièrement sur les réseaux sociaux. Par exemple, Spiegel Online, je ne sais même pas combien ils en ont, mais admettons qu'ils aient 2 millions d'abonnés. Et quand on regarde la portée qu'ils génèrent, elle reste très limitée. Il y a de nombreuses personnes individuelles sur X ou sur d'autres plateformes sociales qui atteignent une portée significativement supérieure. Ou bien, si l'on compare leurs vidéos avec les productions de l'ARD sur YouTube, par exemple, ce n'est même pas comparable. Mais ce que fait l'ARD, notamment les contributions politiques sur YouTube, c'est ridicule en termes de rapport coût-bénéfice. Beaucoup de ces contenus atteignent tout au plus quelques milliers ou dizaines de milliers de vues. Il y a clairement des changements en cours. Mais cette position hégémonique, même si elle est remise en question, et commence à s'effriter. S'effriter est d'ailleurs un mot un peu trop fort. Il y a effectivement des déplacements, mais je pense qu'ils pourront conserver leur force dans l'orientation principale. Oui, face à ces milliards de fonds, qu'ils proviennent des impôts ou d'autres sources, il est effectivement très difficile de rivaliser. Selon vous, qu'est-ce que les médias grand public peuvent produire, qui soit tout simplement hors de portée de médias comme les Nachdenkseiten? S'ils disposaient d'un budget de plusieurs millions, ils pourraient réaliser ce genre de production.
mais ce n'est tout simplement pas possible. Quelles sont les catégories concernées? Les documentaires. Qu'est-ce que les grands médias peuvent faire que les petits ne peuvent tout simplement pas faire, faute de ressources suffisantes? Was die Kleinen einfach nicht können, weil sie zu wenig Ressourcen haben. Ja, also zum Beispiel, was ja nach wie vor tatsächlich, würde ich sagen, Oui, par exemple, ce qui continue réellement, je dirais, à façonner l'opinion, ce sont bien sûr les grands journaux télévisés. On peut se moquer du Tagesschau autant qu'on veut, mais une partie de la génération des baby-boomers est au-delà. C'est un public de plusieurs millions et cela reste une référence pour beaucoup de gens. Donc, les journaux télévisés, puis en ce qui concerne le leadership d'opinion, parfois même de façon encore plus marquée, ces talk-shows ou formats de débat politique. Il existe certes aussi, dans le spectre des médias alternatifs, des approches et des tentatives. Mais même s'il y a un millionnaire suisse ou autrichien qui soutient un peu, ils n'ont aucune possibilité de rivaliser avec Maischberger, Lanz et consorts. Et je trouve que c'est presque ce qu'il y a de plus passionnant, parce que ça devient effectivement de plus en plus unilatéral en ce qui concerne la sélection des invités, qui est acceptée ou non. Et là je vois, mais vraiment seulement en théorie, car cela demande énormément de ressources, d'organiser cela chaque semaine, d'inviter des invités, de les rémunérer en conséquence, sans parler de tout l'équipement technique et des locaux nécessaires. Mais ce serait pour moi le projet le plus passionnant. Je veux dire, il y a eu l'initiative KenFM, ce qui me montre que c'est possible de temps en temps, mais construire cela de manière durable, avoir chaque semaine un format de ce type, avec une véritable politique d'invitation et de débat très large, je trouve ça extrêmement intéressant. Et je pense que ça ferait vraiment une différence en ce qui concerne l'exigence d'information pour un large public. Et cela montrerait aussi à quel point on peut aborder des sujets très variés sous de multiples angles. Il y a toujours ce talk show dans le hangar. Je crois que c'est un format autrichien qui essaie de faire cela. Mais en effet, oui, plus qu'essayer. Je trouve qu'il y a bien sûr aussi un certain parti pris politique chez Talk im Hangar, mais ils réussissent souvent à offrir une approche des opinions bien plus large que la majorité des médias publics ou même des grands médias privés. Avez-vous le sentiment que les institutions publiques pourraient un jour retrouver leur équilibre et que ce moment idéologique pourrait finir par passer? Ou est-ce simplement un espoir trop optimiste? Oui, je veux dire, nous restons des êtres humains et des sociétés humaines dont je ne sous-estimerai pas la dynamique. Mais dans la situation actuelle, j'ai du mal à y croire. Même dans les discussions que j'ai eues ces dernières années, parfois avec des représentants relativement haut placés, la plupart du temps déjà à la retraite, du service public audiovisuel, certains disaient, parfois en levant les yeux au ciel, on ne peut plus réformer cette boîte. Le principe même du service public, je le trouve en fait bon, mais là c'est... Donc même des partisans explicites du système fondamental des médias de service public disaient, tel que cela a évolué, on ne peut plus réformer ça. Je ne sais même pas si je partage cet avis, mais ce sont en fait les retours assez unanimes que j'ai reçus d'anciens collaborateurs du secteur. Il faut aussi voir que parfois ce genre de choses dépend de certaines personnes. Donc si un autre directeur général arrive, je peux tout à fait imaginer, du moins sur certains points, et si on réduit la question à certains formats de débat, qu'on dise « Eh, on va maintenant ouvrir ça beaucoup plus largement ». Et en fait, il y a souvent des idéalisations, et je suis loin d'idéaliser la République de Bonn. C'était aussi une époque complètement différente. Mais je trouvais qu'il y avait alors une ouverture à un spectre d'opinion bien plus large que ce que l'on trouve aujourd'hui. Donc là, je me limite vraiment au domaine des talk-shows.
Ja, und das Meinungsspektrum ist auch aus meiner subjektiven Oui, Perspektive. et d'après ma perspective subjective, le spectre des opinions s'est également rétréci. Le corridor des opinions est donc plus étroit que ce que nous avons déjà connu. Craignez-vous que la censure, au-delà de RT, puisse revenir en Allemagne? Par exemple, qu'une répression contre les médias en ligne puisse avoir lieu. Nous avons vu aux États-Unis qu'il y avait l'idée, de la part du gouvernement Biden, de créer en quelque sorte un ministère de la vérité et de surveiller les réseaux sociaux. Et comment cela a été fait, notamment sur Twitter, où Twitter a également été filtré, plus ou moins directement, par le gouvernement. Comment évaluez-vous le risque d'une telle censure en Allemagne et en Europe? Solcher Zensur in Deutschland und Europa. Also ganz kurz auf Ihre Ansprache Alors, zurückzukommen, diese très Twitter brièvement, Files. pour revenir à votre intervention, ces Twitter files, si je demandais maintenant à des collègues en Allemagne, issus des médias traditionnels, si on reste sur cette appellation, je pense que beaucoup n'en ont même pas conscience. C'était en fait un scandale gigantesque qui n'a absolument pas été repris, du moins dans le contexte des médias dominants. Mais cela mis à part, la question serait, pouvez-vous répéter la question? Können Sie die Fragen nochmal wiederholen? Sorry. Also ob Sie Donc, avez-vous des raisons de craindre que la censure s'intensifie et qu'une répression puisse également toucher les réseaux sociaux? auf den sozialen Medien kommen könnte. Also ich habe das immer so ein bisschen als J'ai toujours un peu repoussé cela en le considérant comme exagéré, peut-être aussi par une forme d'autoprotection intérieure, mais aussi parce que je pense que nous n'en sommes pas encore là. Mais entre-temps, les mesures de censure, notamment pilotées par l'UMMR, augmentent déjà à un point où je me dis, ouf, oui, le dernier cas était ce récent, je crois, 17e paquet de sanctions contre la désinformation russe, où 2 citoyens allemands ont été lourdement sanctionnés. massiv sanktioniert worden. Und dann gibt es aber einen dritten Fall, der ist weit weniger bekannt. Das ist ein Mais il existe un troisième cas, beaucoup moins connu. Il s'agit d'un Allemand qui possède un portail médiatique et qui a été lourdement sanctionné dans le même paquet de sanctions. Mais même pas, parce qu'il aurait fait, entre guillemets, de la propagande pour la Russie, au sens du narratif de l'UFR, mais parce qu'on lui a reproché d'avoir couvert des manifestations pro-palestiniennes en Allemagne. Et cela aurait indirectement soutenu, d'une certaine manière, les tentatives de la Fédération de Russie de déstabiliser l'Europe et l'Allemagne ou de les présenter comme déstabilisées. Et cette personne, je veux dire, elle vit en Allemagne avec 3 enfants. Elle n'a plus accès à ses comptes, ne peut plus recevoir ni effectuer de paiement, ne peut plus payer son loyer, ni ses avocats, et ne peut ni quitter l'Allemagne, ni y entrer. Und er kann Deutschland weder verlassen noch einreisen. Und das sozusagen mit der Begründung, weil er kryptisch Et cela, pour ainsi dire, avec pour justification qu'il a rapporté de manière cryptique quelque chose qui ne plaît pas au gouvernement allemand. Pour l'instant, le marteau des sanctions contre la Russie n'est pas encore appliqué. Et je trouve que c'est un exemple extrêmement flagrant, car avec cet argument, selon lequel sa couverture médiatique ferait indirectement le jeu de la Fédération de Russie, on pourrait en réalité sanctionner toute forme de reportage critique. On pourrait aussi dire qu'un reportage sur des mesures défavorables aux travailleurs dans le cadre du tournant historique et sur l'allocation de certaines sommes au budget de la défense allemande serait, selon cette logique, également un soutien indirect au régime russe. Auch das wäre in der Logik eine indirekte Unterstützung des russischen Propagandanarrativs. Und dass sowas Narratif de propagande. Et que quelque chose comme ça soit possible, sans aucune résistance. Je veux dire, il n'y a aucun jugement contre lui. Rupert et Leap non plus d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au moins, entre guillemets, si on peut dire au moins, ne sont pas directement concernés. Mais le fait qu'en Allemagne, on puisse être sanctionné de cette manière, avec ce prétexte, je me répète, d'avoir indirectement contribué à quelque chose, c'est vraiment du Orwell 2.0 par excellence. Orwell 2.0 par excellence. Also es ist schlimm auf so vielen verschiedenen Ebenen, dass es wirklich schwierig. Alors c'est grave à tellement de niveaux différents qu'il est vraiment difficile de l'exprimer avec des mots, parce que même si ce monsieur s'appelle Dogu, n'est-ce pas? Dogu, voilà.
Même si M. Dogu avait diffusé des récits pro-russes, cela serait en fait encore protégé. Mais il ne l'a même pas fait. Il a tout simplement filmé et diffusé des manifestations. Et c'est ce qu'on lui reproche. Et le fait qu'ici, en Europe, donc dans l'UMAE, nous ayons ce phénomène où l'UNMRE impose d'en haut des sanctions contre des journalistes indésirables, et de manière vraiment brutale, en violant les droits de l'homme, sans décision de justice ni rien d'autre, et que l'Allemagne ou les États membres appliquent cela sans broncher, c'est extrêmement problématique. Et savez-vous si M. Dogu va agir contre cela? Parce qu'à mon avis, il devrait en fait pouvoir porter plainte immédiatement devant la Cour européenne des droits de l'homme contre une telle violation de ses droits fondamentaux. Mais le fait que des comptes, etc., soient gelés constitue évidemment une limitation financière. Et il en va de même. On ne peut pratiquement pas intenter de recours contre ce type de sanctions. Et même s'il le pouvait, cela prendrait plusieurs années de procédure. Mais c'est justement ce qui est perfide dans ce genre de sanctions, qui porte une atteinte massive aux droits fondamentaux. L'UNMOE n'a en principe pas le droit de faire cela. Les atteintes aux droits fondamentaux ne devraient, en principe, dans le cas concret, ici en Allemagne, être décidées que par des lois allemandes, légitimées par le Bundestag. Or, rien de tout cela n'est réuni. Et c'est là ce qui est frappant. La manière dont l'UDOMERE, comme dans le cas de l'interdiction de RT, impose quelque chose qu'elle n'a pas le droit de faire de jure, mais que cela ne préoccupe personne. Et dans le cas de M. Dogu, il y a aussi le silence quasi total de la part des collègues. Alors en fait, je ne connais pas un seul exemple d'un journaliste issu des grands médias qui aurait soulevé ce problème d'une quelconque manière. Et il faut ajouter à cela, M. Dogu dirige ou a dirigé avec Webmedia un portail médiatique qui se définit explicitement comme de gauche. Cela signifie que, disons, les médias alternatifs libertariens de droite, les classifications ne sont pas toujours claires. Mais disons-le ainsi, ces médias alternatifs libertariens de droite ne s'intéressent pas non plus à l'affaire, je pense, à cause de son orientation politique. Et le fait qu'une atteinte aussi flagrante aux droits fondamentaux, comme vous l'avez déjà dit, soit acceptée aussi nonchalamment par tout le monde, simplement parce qu'on n'est pas soi-même concerné, je trouve cela vraiment choquant. Et honnêtement, cela ne donne pas une bonne image du paysage médiatique alternatif, qui tente en grande partie d'ignorer cette affaire. Pour moi, j'interprète cela aussi comme un ballon d'essai de l'UM Milling, pour voir si elle peut faire passer ces trois cas, et si cela passe simplement. Parce qu'il y a déjà eu des précédents, par exemple la mère de M. Prigogine, qui a été sanctionnée, et elle a fait appel, sur la base des droits de l'homme, je crois même devant la Cour européenne des droits de l'homme, et elle a gagné. Donc la Cour a dit que l'UMME n'avait pas le droit de faire cela. Savez-vous si ces trois citoyens sanctionnés, donc 2 Allemands et le collègue germano-turc, s'opposent à ces sanctions? Alors, je sais qu'il le prévoit. Je ne peux pas dire à quel point c'est concret pour l'instant, mais je sais que tous les trois essaient vraiment de le faire, même si, en raison des contraintes financières, etc., cela s'avère relativement difficile. Mais en tout cas, ils vont le faire, ou du moins, ils veulent essayer. C'est l'état des choses dont je dispose. Et peut-être encore une dernière question. Quel est selon vous l'état général du journalisme en Allemagne, mais aussi dans l'espace germanophone, donc en incluant la Suisse et l'Autriche? Où avez-vous le sentiment qu'il existe encore le plus de liberté et où peut-on lire le plus de points de vue différents? Vous voulez dire selon les pays? De manière générale, dans l'espace germanophone, où se tourne-t-on si l'on souhaite encore s'informer de manière complète? Estetz, ou vous-même, où allez-vous souhaiter vous informer de façon approfondie?
Oui, donc en ce qui concerne les pays, j'aurais du mal à me prononcer. J'aurais tendance à dire la Suisse, mais même là, on entend désormais des choses qui ne sont pas si positives. C'est pourquoi je dirais que je ne me permettrai pas de juger dans une chronologie des pays. En ce qui concerne les projets de journaux, je dirais en fait que c'est encore la Berliner Zeitung qui essaie de maintenir le spectre d'opinion le plus large. Donc, même si l'on pense selon les schémas classiques gauche-droite, je trouve que tu y trouves à la fois des rédacteurs très explicitement de gauche, mais aussi des rédacteurs qui se considèrent comme conservateurs de droite ou libéraux de droite. Et cela semble aussi fonctionner jusqu'à présent. Je trouve que, du moins dans la Berliner Zeitung, l'éventail des opinions est le plus large qu'on puisse trouver actuellement dans l'espace germanophone. En Suisse, je dirais qu'il y a aussi un certain biais, mais dans l'ensemble, je trouve que la Weltwoche adopte une approche très large, même avec une équipe relativement restreinte. La NZZ, parmi les médias établis, offre aujourd'hui au moins plus de diversité d'opinions que peut-être son équivalent allemand, la FAZ. On ne peut pas vraiment comparer cela exactement un à un, mais si je compare la FAZ et la Süddeutsche à la NZZ, je vois tout de même plus de marge de manœuvre intellectuelle du côté de la NZZ. Et oui, ensuite, en ce qui concerne les sources d'information, tous les réseaux sociaux entrent bien sûr en jeu. C'est-à-dire que cela dépend vraiment de la compétence médiatique de chaque utilisateur. Par exemple, sur Telegram, je pense que pour se faire une idée de la guerre en Ukraine, ce sont en fait les chaînes Telegram les plus radicales de blogueurs de guerre russes et ukrainiens qui, si on les compare, permettent d'obtenir une image vraiment intéressante. Donc, au moins pour les informations directes, et je dirais, surtout en ce qui concerne la situation de guerre ou aussi Israël-Gaza, je trouve que sur Telegram, si l'on est capable de tout remettre en contexte, on peut s'informer de manière bien plus complète que si je me contente de consulter la DPA. Bien, oui, je vois les choses de la même manière. Pour s'informer de manière complète, il faut malheureusement aujourd'hui faire le travail difficile et lire réellement les sources, ce qui pose évidemment un problème en ce qui concerne le temps dont disposent les gens. On n'a tout simplement pas le temps. Il faut encore travailler. Il faut bien gagner de l'argent d'une manière ou d'une autre. En tant que journaliste, cela fait un peu partie du travail. Mais s'attendre à ce que l'ingénieur diplômé chez Bosch ou l'ouvrier à la chaîne chez Webway, après son poste de 8 heures, prenne encore le temps, comme je l'ai décrit, de parcourir des canaux Telegram ou autres, c'est tout simplement illusoire. Ces personnes ont une famille, une vie privée. Et je pense que ça conduit indirectement au fait que, même si l'on est critique, on n'a tout simplement plus l'énergie, à part regarder les 15 ou 20 minutes du journal télévisé, de consommer beaucoup d'autres médias. Oui, justement, c'est là que les grands médias devraient jouer le rôle de filtre et présenter les informations de manière à ce que l'on puisse avoir une bonne vue d'ensemble en 30 minutes. Mais si tout va dans une seule direction, on se retrouve avec un problème de société, ce qui est malheureusement le cas actuellement. C'est pourquoi je suis heureux qu'il y ait des personnes comme vous, Monsieur Warweg. Ceux qui souhaitent lire davantage de vos textes devraient certainement s'abonner à votre compte Twitter et consulter les Nachdenkseiten. Y a-t-il d'autres plateformes sur lesquelles vous écrivez? Pour ma part, je me limite assez aux Nachdenkseiten. On peut regarder les vidéos de la conférence de presse fédérale sur YouTube et sur X. Mais sinon, il faut bien sûr aussi consulter d'autres sources que seulement Warweg. C'est bien sûr pour ceux qui souhaitent vous suivre. Je mettrai alors les liens dans la description de la vidéo. Monsieur Florian Warweg, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui.
Je vous remercie. Meilleures salutations. Au revoir.